Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle émission de la série 50 ans et après. Aujourd'hui, nous sommes accueillis dans le magnifique décor de la maison Rodolphe Duguay à Nicolette, que tout le monde connaît. Alors, je veux remercier dans un premier temps les responsables de cette maison-là de nous avoir accueillis aussi chaleureusement. On va tourner peut-être 7 ou 8 émissions ici. Alors, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, j'ai un invité, je dis toujours que j'ai un invité très spécial, mais c'est le cas cette fois-ci. J'ai le plaisir d'accueillir un homme qui a fait carrière, c'est comme ça qu'il se définit, comme bâtisseur, développeur et bénévole. M. René Bérubé de Saint-Léonard-d'Aston. Alors, juste pour vous donner un petit aperçu, je sais qu'il n'aimera pas ça, mais je vais juste énumérer quelques titres honorifiques qu'il a reçus. Ça va vous donner une idée à qui on parle. Il est chevalier de l'Ordre de l'Étoile du 12e Régiment blindé du Canada. Il a reçu le prix du gouverneur général du Canada pour l'entraide. Il a été honoré par l'Assemblée nationale. Il a reçu le prix Reconnaissance de cœur et d'avenir de la Fondation Québec Philanthrope. Il a reçu le prix Fondation Desjardins, engagement bénévole. La médaille de bâtisseur de la ville de Bécancour. Il a été élu tête d'affiche du quotidien Le Nouvelliste, ce qui n'est pas peu dire. Et il y a déjà 2 noms de rues qui lui sont attribués, des rues Bérubé à Bécancour et une à Saint-Léonard-d'Aston. Alors, bonjour, M. René Bérubé, et bienvenue à notre émission. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Alors, j'aimerais, avant qu'on parle de vos œuvres et tout ça, parler un peu de votre enfance. J'aimerais vous connaître un peu. Dites-moi d'où vous venez et parlez-moi de votre contexte familial à vous. Disons que moi, je viens de Forte-Séville, si on veut, un petit village, si on veut, qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'école. C'est un CLSC qui a remplacé l'école. J'ai fait mes premières années d'école là. Disons que j'ai toujours été une personne... Aujourd'hui, on appellerait ça peut-être bien un TD quelque chose, mais j'étais dans ce temps-là, on appelait ça turbulent. Un turbulent. Exactement, la fois de santé. Donc, c'est pour ça. Puis d'ailleurs, la vieille sœur qui était directrice de l'école à l'époque m'avait dit que je n'irais jamais loin. C'est bien loin. Parce que j'étais un leader, mais pas dans le bon sens. Puis ça, je me rappelle de ça souvent, si on veut. Puis je pense qu'à l'heure actuelle, j'ai un bon bout de chemin de fait. Puis je pense que, c'est sûr, j'ai fait quelques mauvais coups, mais ça, normalement... Comme bien d'entre nous. Comme bien d'entre nous. C'est pour ça. Puis après ça, dans le fond, j'ai étudié au Cégep de Trois-Rivières, la même chose, au Cégep de Trois-Rivières. 2 jours après, ils m'ont refusé, mais je suis allé les voir, puis je les ai convaincus qu'ils m'acceptent. Donc, j'ai fait mon Cégep à Trois-Rivières. Puis après ça, quand je suis arrivé à l'université, ça a été à peu près la même chose. J'ai été refusé, mais par contre, en été, j'ai rentré par la porte du côté parce qu'il y avait un bon directeur, que lui, il avait eu confiance en moi, puis il m'a dit, tu es capable de faire ton université. Donc, automatiquement, c'est le parcours... Donc, vous avez appris à vous faire dire non, puis pas vous en formaliser. Un non, ça ne veut pas dire non pour vous. Hein? Non, exactement. Moi, dans le fond, en ce sens, quand la personne me dit non, d'ailleurs, il faut qu'elle me dise vraiment pourquoi qu'elle me dit non. Ouais. Puis là, quand elle me dit, là, j'essaye par tous les moyens possibles et quasi impossibles de me faire dire oui. Donc, c'est pour ça. Puis d'ailleurs... Un de mes bons amis, qui était député pendant plusieurs années, si on veut, Michel Morin, m'a dit à un moment donné, devant une foule, il dit, la personne la plus tenace que j'ai rencontrée, il dit, c'est René Bérubé. Donc, automatiquement, je lâche pas facilement. Donc, j'aimerais savoir cette ténacité-là. Puis est-ce que vous avez développé ça dans votre enfance? Vos parents, est-ce qu'ils vous ont influencé? Est-ce que vous avez des modèles par rapport à ça? Comment ça s'est passé? Dans le fond, ma mère a été une enseignante jusqu'au moment qu'elle se marie. Elle a laissé l'enseignement, mais par contre, en réalité, elle tenait beaucoup à ce qu'on réussisse, puis qu'on ait une belle carrière. Qu'on soit instruit, ça, elle tenait beaucoup à ça. Donc, elle voyait l'importance de l'éducation. Puisqu'elle était enseignante elle-même, elle savait que c'était important pour ses enfants. On parle début des années 60 à peu près, c'est ça? C'est ça, exactement. Ça se passait en même temps que la réforme du système d'éducation, là aussi. Il y avait beaucoup de brasses camarades dans tout le système à ce moment-là aussi. Oui, exactement. Puis, mon père, dans le fond, était en affaires, mais par contre, je vous dire, il n'était pas bien instruit.
Mais par contre, pour lui, dans le fond, c'était important qu'on soit bien instruit. Alors, est-ce que votre père vous a enseigné des choses? Est-ce que vous, dans votre façon de faire aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que vous retenez de ce que votre père a fait? Oui, en réalité, c'est que mon père, en réalité, m'a toujours dit, fais des affaires, fais-la comme il faut, puis récompense pas par ça. Okay. Ajoute pas ni plus loin quelqu'un pour avoir une réponse. Donc, automatiquement, arrêtez, c'est sûr que je peux vous dire que des fois, ça m'aurait aidé, mais j'ai retenu ça de mon père. Arrêtez que les affaires, c'est des affaires. Puis, puis moi, je peux vous dire qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit que j'étais bien dur en affaires. Oui, c'est vrai. Mais par contre, en réalité, ce qui est à moi, puis ce qui est à l'autre est à l'autre. Mm-hmm. Donc, c'est toujours la façon que j'ai fait mes affaires, puis ça, j'ai appris ça de mon père. Et est-ce que vous avez des frères et sœurs? Oui, en réalité, chez nous, on était 7 enfants. Si on veut, moi, j'étais dans le milieu. Puis, dans le fond, en ce sens, mes frères et sœurs sont tous instruits, sauf une, en réalité, qui a souffert de paralysie cérébrale. Elle n'a pas pu s'instruire, si on veut, mais par contre, en réalité, c'est moi qui s'en est occupé, jusqu'à temps qu'elle décède, si on veut. Puis, justement, il y a 3 semaines, j'ai créé la bourse Françoise Bérubé à l'école secondaire pour les élèves d'adaptation scolaire. Puis ça me rappelait des souvenirs parce que Françoise, elle avait eu l'occasion de rencontrer Guy Lafleur. Puis j'ai une photo avec elle et Guy Lafleur. Wow. Donc, puis dans le fond, les membres de la famille chez nous, ils sont pratiquement tous des ingénieurs. Puis il y a juste moi qui n'ai pas fait un ingénieur parce que j'avais trop de misère en mathématiques. Puis je travaille à tous les ans avec des ingénieurs. Donc, vous connaissez leur langage, pareil. Je connais leur langage, si on veut. Okay. Donc, vous dites que vous avez fondé récemment une fondation pour des gens qui ont une problématique qui ressemble à celle de votre sœur. Est-ce que c'est bien ça? Ou... Non, c'est une bourse en réalité parce que j'ai fondé la fondation de l'école secondaire à Saint-Léonard il y a 3 ans, si on veut. Puis alors ça, j'ai fait différents projets avec eux autres. Puis dernièrement, on n'a pas tout à fait fini, j'ai fait un projet pour l'adaptation scolaire parce que j'ai visité les 5 locaux d'adaptation scolaire, puis j'ai trouvé ça lamentable. Il n'y a rien eu de neuf en 50 ans. Puis, dans le fond, ce que le directeur de l'école me disait, bien, les vieilles affaires, on les envoyait là. Puis, même un des professeurs me disait, il dit, écoute, il dit, il ne reste jamais d'argent pour nous autres. Il dit, les autres, on l'utilise, puis il dit, il ne reste jamais pour nous autres. Ben moi, j'ai dit, écoute, même quand j'ai visité les locaux, quand j'ai sorti de là, avant de sortir des locaux, j'ai dit au directeur, j'ai dit, il y avait un vieux sofa troué, puis il y avait des vieux fauteuils. J'ai dit, on met ça dehors. J'ai dit, on est en pleine pandémie, c'est plein de microbes. Il dit, ça n'a pas de logique qu'on garde ça là. Hein? Puis en sortant, dans ma tête, j'ai dit, écoute, demain matin, je me mets au travail. Puis, donc, vous avez vu qu'il y avait un besoin. J'aimerais ça en revenir un petit peu sur votre jeunesse. Donc, vous avez vécu une vie familiale normale avec des frères et sœurs, parents qui vous encadraient bien, etc. Ouais. Et finalement, vous avez décidé de vous en aller à l'université en administration des affaires. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce domaine-là plus que d'autres? Bon, en réalité, c'est que j'oserais dire, c'est probablement des liens familiales. Mon père était en affaires, puis moi, dans le fond, en réalité, le génie m'a intéressé, mais dans le fond, je n'étais pas capable de la trigonométrie, puis l'algèbre, pour moi, c'était... Puis un autre domaine qui m'a intéressé, ça aurait été le droit. Puis dans le fond, le droit, il se donnait soit il aurait fallu que je sois à Sherbrooke, à Montréal ou à Québec, puis ça me tentait pas comme tel d'aller vivre là-bas. Ce qui fait que j'ai fait mon cours en administration. À Trois-Rivières, et puis vous habitiez toujours vous étiez où à ce moment-là? Où est-ce que vous viviez? À Fortierville toujours? Ou... Non, ce qui est arrivé, c'est que j'étais en appartement à Trois-Rivières, puis au cégep, bien, comme beaucoup de jeunes, je me suis fait une blonde. Puis ma blonde, en réalité, elle venait de Saint-Grégoire. Puis, dans le fond, elle était en pharmacie. Puis en pharmacie, ça se donnait à Québec ou à Montréal. Puis donc, à ce moment-là, moi, j'ai fait la moitié de mon cours en administration
à l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis l'autre moitié, je l'ai fini à l'Université Laval. Donc, et cette blonde-là, si je comprends bien, j'ai entendu le mot pharmacie. J'imagine que c'est devenu votre conjointe. Oui, Céline Plourde, c'est devenu ma conjointe durant nos études. Puis, dans le fond, elle a fini en pharmacie. Puis, ce qui est arrivé, bien, dans le fond, elle a arrêté l'administration pour elle. Elle ne voulait rien savoir de ça. C'était le côté professionnel. Donc, automatiquement, dans le fond, puis l'administration, moi, c'était mon domaine. Donc, automatiquement, on a fait équipe ensemble. Puis, on a toujours été ensemble. Donc, vous vous êtes complétés pas mal. Mais je sais qu'à un moment donné, vous êtes devenu comme l'administrateur, je pense, de son entreprise, en quelque sorte. Là. Oui, à un moment donné, j'ai travaillé à Nicolette pour l'American Optical. Puis après ça, ben, j'ai été commissaire industriel pendant 6 ans. Puis là, au moment que j'ai fini comme commissaire industriel, ben, elle avait un associé, puis l'associé a parti, puis c'était à lui qui s'occupait de l'administration. Puis c'est là que moi, j'ai dit, je vais m'en occuper de l'administration. Puis dans le fond, puis l'administration de la pharmacie, ben, dans le temps, à l'occasion, ça me donnait du temps de libre que je pouvais m'occuper de d'autres projets, soit pour moi ou bénévolement. Donc, automatiquement, j'ai continué comme ça. Ah, donc, si je comprends bien votre carrière, mettons, professionnelle, entre guillemets, ça a commencé à ce qu'on appelait la shop de lunettes à Nicolette, j'imagine, c'était ça? Oui. Vous étiez administrateur là. Oui. Et après, vous êtes entré à l'emploi, vous étiez gestionnaire au sein de la pharmacie de votre conjointe. Oui. Et c'est, grosso modo, au niveau professionnel, c'est vos accomplissements sont dans ces deux domaines-là? Exactement. Vous avez fait... Vous avez participé à des congrès internationaux aussi, j'ai vu est-ce que c'est sur une base professionnelle, ça aussi? Oui, en réalité, j'ai participé justement à des congrès à l'étranger, si on veut, dans mon domaine, puis aussi dans le domaine, si on veut, de ma conjointe. Parce que moi, dans le fond, en réalité, j'ai toujours aimé voir autant que possible des choses nouvelles, si on veut, ainsi de suite. En réalité, je me qualifie pas mal, si on veut, comme visionnaire, si on veut, dire, ben écoute, il faut aller plus loin, il faut s'ouvrir, il faut prendre des risques, puis ainsi de suite. En réalité, donc, c'est pour ça. Tu sais, en réalité, comme en réalité, je suis allé à 3 reprises au Salon des inventions à Genève, parce que je voulais voir justement des choses nouvelles. Si on veut. C'était dans quel domaine, ces inventions-là, en gros? Le salon, c'est ouvert sur le monde. Donc, okay. On peut arriver là seulement qu'avec des plans, avec un prototype, si on veut, puis même avec un produit fini, mais qui est prêt à aller sur le marché. Donc, c'est différents domaines. Je peux vous donner un exemple. Allez-y. Moi, j'ai rencontré des gens de Canadian Tower, là, en réalité, puis souvent, on entend des annonces à la télévision exclusives à Canadian Tower parce que, justement, les gens achetaient l'affaire, puis ils l'achetaient, puis en réalité, durant 1 an ou 2, il y avait l'exclusivité, donc automatiquement, il était les premiers. OK. Donc, ils achetaient comme des droits exclusifs pendant une certaine période de temps. C'est ça. Et donc, je vois aussi que vous avez été commissaire industriel de 1980 à 86. Encore une fois, c'est une façon de faire de vous impliquer dans d'autres domaines que celui qui vous occupait nécessairement professionnellement beaucoup. Ouais. Ça, c'était à Bécancour, ça, comme commissaire industriel? Oui, comme commissaire industriel, en réalité, je couvrais, grosso modo, les 2 MRC. Puis en plus, il y avait David Louisville. Donc, okay. Puis à cette époque-là, en réalité, j'ai connu tous les industriels sur ce territoire-là. Puis en réalité, j'ai eu à travailler nombre de projets. En réalité, puis je vois des entreprises aujourd'hui qui sont encore là, qui ont changé de génération, si on veut, avec le temps. Puis c'est des très, très belles entreprises. Et plus tard dans votre vie, vous avez fait une mission économique en Chine. Oui. Qu'est-ce que vous êtes allé faire en Chine? En Chine, en réalité, étant donné qu'il y a beaucoup de produits qui viennent de la Chine, si on veut, j'ai dit, il faut aller voir exactement ce qui se passe là-bas. Puis en réalité, je suis allé justement voir là-bas. Puis j'ai eu l'occasion de rencontrer l'ambassadrice, si on veut, de la Chine à l'époque.
Puis je peux vous dire que je suis encore en contact avec elle aujourd'hui, mais là, elle n'est plus en Chine. Elle est rendue en Roumanie, puis c'est une madame de Québec, si on veut, puis une Québécoise, si on veut. Puis, j'avais par hasard amené du sirop d'érable dans ma valise, puis j'ai fait ça. J'ai dit, écoute, faut que je lui en donne une canne de sirop, puis j'ai donné une canne de sirop, puis franchement, c'est comme si j'avais fait un gros cadeau, puis pour moi, c'était une bagatelle. Bien, apparemment, le pape a reçu une canne de sirop récemment d'un évêque, justement, québécois. Il l'a beaucoup apprécié. Alors, notre sirop d'érable, je pense que c'est un bon ambassadeur, de chez nous. Oui. Alors, vous... Donc, en même temps, tout ça, vous éleviez une famille, vous aviez 3 enfants. Qu'est-ce qui se passait au niveau de vos 3 enfants? Comment ils ont évolué dans ce contexte-là? Bon, dans le fond, il y a une fois dans ma vie, j'oserais dire que ils m'ont fait ralentir, parce que mon premier étant jeune, si on veut, il avait 5-6 ans, puis il était venu me réveiller un matin de bonne heure, puis il m'avait dit, « Papa, il dit, quand c'est que tes réunions vont finir? » Mm-hmm. Parce que j'étais bouclé, j'oserais dire, à peu près tous les jours, à peu près de 7-8 heures le matin à aller jusqu'à 10 heures le soir. Donc, automatiquement, je le voyais pas beaucoup. Donc, en réalité, ça m'a resté que j'ai fait bien attention par après d'avoir moins de choses possibles le soir. Mais c'est difficile. Donc, c'est ça, il y avait comme une espèce de conciliation à faire. Là. Aujourd'hui, on appelle ça travail-famille, mais déjà à l'époque, vous, parce que vous étiez très engagé envers toutes sortes de causes, c'était quelque chose qui était compliqué à gérer un peu. C'était très, très difficile parce que moi, je vais vous dire en affaire, je me souviens d'une entreprise qui a brûlé en réalité un samedi, puis le propriétaire de l'entreprise, me connaissant, m'a appelé le dimanche. Puis le dimanche, c'était le baptême de mon fils. Mm-hmm. Puis j'ai dit, écoute, je peux pas te parler. J'ai dit, ouais, mais il dit, non, j'ai dit, je peux pas te parler. J'ai dit, appelle-moi demain matin. J'ai dit, de bonne heure. Puis j'ai dit, je vais te parler parce que là, j'ai dit, écoute, je peux pas être libre aujourd'hui. Ouais, c'est évident. Donc, c'est un peu les inconvénients. Mais vos enfants s'en sont bien tirés, je pense qu'ils... Oui, mes enfants s'en sont bien tirés. Mon fils est en informatique, puis il travaille justement pour Sogetel à Nicolette. Puis, dans le fond, ma fille, elle est adjointe au directeur général de la Régie d'assurance maladie du Québec, si on veut, de faire de santé. Okay. Donc, ça va bien de ce côté-là. Puis, le plus jeune, c'est un manuel. Si on veut, lui, il travaille dans différentes entreprises. Puis lui, dans le fond, j'aurais bien aimé qu'il étudie plus, mais pour lui, c'est le travail manuel. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voyager beaucoup au cours de cette carrière-là? À part les voyages professionnels, vos voyages personnels, qu'est-ce qui vous intéressait de visiter? En réalité, je suis allé dans plusieurs pays, si on veut, la France, la Suisse, l'Italie, si on veut, l'Allemagne, les États-Unis, après ça, on est allé à la chaleur, si on veut, dans les pays chauds. C'est pas de santé. OK. Bien, écoutez, maintenant qu'on a couvert un petit peu l'aspect de votre vie familiale, un petit peu le côté privé, j'aimerais ça qu'on aborde le côté paraprofessionnel, le côté bénévole. Réussir une carrière au niveau professionnel, pour vous, ça ne semblait pas suffire, puisque très tôt, vous vous êtes impliqué au niveau bénévolat, au niveau philanthropique. Je pense que vous aviez besoin de ça pour remplir davantage votre vie, pour donner encore un sens plus important à votre existence. Est-ce qu'on se trompe en se disant ça? C'est exact, parce que dans le fond, en ce sens, moi, j'aime beaucoup les gens, si on veut, puis je suis une personne en réalité qui aime beaucoup partir des affaires, fonder des affaires, puis j'oserais dire, ça comble une partie de mon temps. Puis, en réalité, j'ai fondé plusieurs affaires, si on veut. J'oserais dire, je me suis impliqué à peu près dans tous les domaines. Puis, j'ai investi dans plusieurs affaires. Puis, il y a une chose que je me disais il y a 3-4 ans que je n'ai pas faite encore. J'ai dit, ça serait d'acheter un église, si on veut. Ah. Puis, j'ai dit, parce qu'à part de ça, j'ai dit, j'ai à peu près tout fait. Ah. C'est ça. Allons-y méthodiquement. La première chose qui me vient à l'esprit,
quand je pense à vous, c'est la Fondation Jean-Pierre Despain. J'aimerais ça que vous me parliez d'où ça vient cette idée-là, comment ça s'est organisé, à qui ça a profité. Moi, la Fondation médicale Jean-Pierre Despain, là, en ce sens, en passant tantôt, je n'ai pas précisé, moi, je demeure à Bécancour, si on veut, même si je travaille beaucoup du côté de Saint-Léonard, mais vous êtes un citoyen de Bécancour, vous n'êtes pas de Saint-Léonard. Non. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis de Saint-Léonard. En fait, j'y croyais moi aussi. Exactement. Non, j'ai toujours demeuré à Bécancour. C'est pour ça. La Fondation médicale Jean-Pierre Despain, dans le fond, Jean-Pierre était mon meilleur ami. C'est un médecin, c'est ça? Oui, c'est un médecin. C'était mon médecin, c'était mon meilleur ami. Puis, dans le fond, Jean-Pierre est décédé à 44 ans. On est dans quelle année à peu près à ce moment-là? En 2000. En 2000. En 2000. Puis, puis Jean-Pierre était très impliqué dans le milieu, si on veut. Puis, tout le monde aimait Jean-Pierre. Puis, même Jean-Pierre, c'était un grand humaniste. Si on veut que il y avait le Festival des Harmonies à l'automne à l'Université de Sherbrooke. Jean-Pierre il y avait ses enfants, puis même après que ses enfants ont quitté la musique, Jean-Pierre allait toujours à Sherbrooke, si on veut, passer une semaine couché dans la pelouse à l'université, au cas qu'il arrive de quoi aux enfants. Ah ouais. Puis les parents disaient, hey, nous autres, on se casse pas la tête, Jean-Pierre est là. Donc, c'était une sécurité pour les parents. Puis là, après qu'il est décédé, moi, j'ai dit, il faut continuer l'œuvre de Jean-Pierre. Ça ne peut pas arrêter là. Il est décédé comment? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Le cancer du pancréas. OK. Foudroyant, en ce sens, quand il l'a su, les médecins, puis il est allé voir des grands spécialistes, ils ont dit qu'il reste 30 jours à vivre. Aïe. Puis il a fait le 30 jours, puis il est mort. Puis là, c'est ça, il est mort au mois de décembre 2000. Puis justement, d'ailleurs, je travaillais un projet avec lui, d'implantation de la garderie à Saint-Léonard, si on veut. Puis là, Jean-Pierre est décédé, puis moi, j'ai dit, il faut continuer ça. J'ai dit, il ne faut pas oublier Jean-Pierre. Puis là, moi, j'avais vu une annonce dans la presse, disant que c'était facile une fondation, de créer une fondation. Puis là, tout de suite, je les ai contactés, puis ils ont dit, arrêtez la Québec philanthrope, si on veut. Ils ont dit, oui, il n'y a pas de problème, en réalité, on peut vous aider, puis ça se fait assez vite. Puis là, j'ai dit, ça y est, je vais le faire. Puis là, en fin de compte, en réalité, j'ai réuni quelques personnes, si on veut, dans mon entourage à Saint-Léonard, puis dans les municipalités autour. Puis, j'ai dit, les gens de Québec sont venus, puis ils nous ont expliqué ça, puis tout le kit, puis ainsi de suite. Moi, j'ai dit, je la pars. Donc, vous avez appris les rudiments légaux et fonctionnels de comment partir une fondation. Mais qu'est-ce qui vous motivait derrière ça? Pourquoi vous faisiez ça? Qu'est-ce qui me motivait, c'est que, dans le fond, cette année-là, à Saint-Léonard, en 2000, on avait perdu plus que la moitié des médecins. OK. Puis, pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont partis travailler dans d'autres régions. Il y en a une qui est partie travailler en Nouvelle-Écosse, puis il y en a un qui a pris sa retraite. Puis il y en a un autre qui est parti travailler dans un centre de personnes âgées à Drummondville, qui faisait que, dans le fond, de 7, on tombait à 3. Puis là, pour finir l'année, Jean-Pierre meurt. Puis là, en ce sens, les 3 médecins qui restaient au salon funéraire, ils ont dit, René, arrêtez, il faut que tu nous aides. Il faut que tu nous aides. Avec tous tes contacts, il faut que tu nous aides. Puis moi, aller jusqu'à ce moment-là, j'avais toujours dit à ma conjointe Céline que la santé, je n'y toucherais pas du tout. Y avait-il une raison particulière? C'est parce que moi, je me disais qu'elle est en santé, moi, je suis en administration. D'accord. Donc, j'ai dit, de même, on ne se pilera jamais sur les pieds. Hein? Puis là, en fin de compte, en 2000, au salon funéraire, quand ils m'ont demandé ça, j'ai dit, écoute, il faut que je lui donne un coup de main, sinon on va tout perdre. Bon, puis justement, dans le fond, puis je peux vous dire que les premières démarches qui ont été faites, je vais vous dire, j'ai rencontré Pauline Marois, qui était ministre de la Santé. Mm-hmm. Puis j'ai dit à Pauline, mais j'ai dit, écoute, on a un médecin qui vient de prendre sa retraite. Les gens le supplient de revenir au travail parce que là, j'ai dit, les autres, ça ne marche plus, ils ne peuvent pas suffire à la tâche. Puis Pauline Marois a autorisé que le docteur Pépin revienne au travail.
il était le premier médecin au Québec à revenir au travail. Il était en pleine santé, si on veut, des fois de santé. Donc, en réalité, puis là, on a dit, bon, ben là, on a ça. Là, après ça, moi, j'ai continué. Là, j'ai développé la fondation, si on veut, je l'ai créée, puis tout le kit. Puis là, ben, on voulait avoir un point de service du CLSC à Saint-Léonard. Puis ça faisait de nombreuses années que c'était promis, puis ça venait jamais, puis tout le kit. Puis à un moment donné, il y a eu une réunion des maires à Saint-Léonard Institute avec le président, puis le directeur général, puis tout le kit. Puis là, ben, en ce sens, il manquait encore 20 000 $ pour que le projet se réalise. OK. Puis là, ben moi, j'avais commencé à travailler. La fondation n'était pas officielle. Puis là, ben là, dans le fond, il y a un maire, là, le maire d'Aston Junction, la plus petite municipalité, mais qui parlait le plus fort, en ce sens, à l'époque, M. Godin, dit « La santé, c'est le gouvernement. » Donc, on n'a pas d'affaires là-dedans, nous autres, les municipalités, tout le kit. Puis moi, il m'avait invité par hasard avec Hubert Vincent, en réalité, parce qu'il savait que moi, je voulais que là, on était pour tout perdre. Puis là, ben moi, en fin de compte, je me suis levé, j'ai dit, il manque 20 000 $. J'ai dit au directeur général, à l'époque, qui était assis à table en avant, continue ton travail, le 20 000 $, je suis en train de mettre une fondation en place, on va le mettre sur la table. Puis là, il dit, ouais, j'ai dit, casse-toi pas la tête, le 20 000 $, là, tu vas l'avoir, puis continue ton projet. Continue, on veut l'avoir, le point de service. Puis je vais vous dire, ce soir-là, j'avais 12 000 $ de ramasser. Okay. Puis, arrêtez, il manquait de l'argent. Il en manquait 8 000 quand même. Il en manquait 8 000 quand même. Okay. Puis là, je vais vous dire, arrêtez, quand t'as dit, c'était pas 12, c'était 10. Puis là, ben, en ce sens, ils ont eu une réunion par après, puis c'était Luc Balleux qui était président du conseil d'administration. Puis arrêtez, il y avait Hubert avec moi, puis Hubert puis moi, on faisait une belle équipe. Puis là, ben, moi, il y avait une réunion, puis là, Balleux appelle Hubert, puis il dit, écoute, il dit, le 20 000, l'avez-vous? Puis là, ben là, Hubert était un peu mal à l'aise, tout le kit. Je dis à Hubert, tu lui dis qu'il y a 20 000 $, puis le 10 000 m'a l'endossé. Donc, automatiquement, j'ai dit, moi, ça ne me dérange pas tout, m'a garantir le 10 000 $, mais je savais que j'allais l'avoir. Donc, écoutez, c'est super intéressant. On va s'arrêter parce que notre demi-heure achève. Et je vous invite à rester encore avec nous. On va continuer cette discussion-là. Je veux savoir le fin mot de cette histoire-là. Comment ça s'est fait, cette fondation-là. Alors, merci beaucoup d'être là. Et on vous revient bientôt avec la suite de cette émission avec M. René Bérubé.